Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 3 de mes lectures de ce mois d'avril. Au programme, on a de la dark romance, là probablement seule que vous verrez jamais sur cette chaîne parce que c'est définitivement pas ma cam, même si j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Mais on va en parler dans un instant, donc je ne m'étends pas plus sur le sujet. Mais je vais également vous parler de 2 lectures qui ont été des coups de cœur, ou presque. En tout cas, j'ai très hâte de vous parler de ces 2 fantaisies qui ont fait vibrer mon mois d'avril. Mais d'abord parlons donc de cette dark romance qui a été Fleur aux pétales d'or de Flora Peoni. Vous le savez, c'est une autrice que j'adore et en plus de ça je l'ai lu en lecture commune avec la copine Elisa, donc c'était plutôt un plaisir de me lancer dans cette lecture, même si j'avais un peu peur. Pourquoi ? Parce que la dark romance ou romance sombre c'est pas du tout ma came, et avant de vous parler du livre en tant que tel, je voulais faire un petit disclaimer sur le sujet et vous parler un petit peu de la dark romance dans son ensemble. Donc comme j'ai dit, la dark romance c'est de la romance sombre, c'est-à-dire de la romance où potentiellement la relation est toxique. Ici c'est pas le cas, la relation n'est pas toxique, même si il y a une différence d'âge qui peut en faire tiquer certains, je peux complètement l'entendre, et il y en a pour qui ce sera pas du tout ok, et c'est ok aussi. Là en l'occurrence la romance n'est pas forcément sombre, ça va plus être le contexte autour. Dans la dark romance, il y a des sujets sensibles qui sont mis en avant, et on a très souvent, et c'est le cas dans celui-ci mais dans plein d'autres, des avertissements qui font littéralement une page, voilà, parce que il y a énormément de sujets qui sont abordés, qui sont sensibles, et ce sont des livres qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Je sais que ça peut faire râler les plus jeunes d'entre vous, parce que ayant été libraire, je sais, j'ai vu des gamines de 13 ans me demander Captive et autres dark romance, mais c'est Captive qu'on m'a plus demandé, donc voilà. C'est pas pour vous emmerder qu'on vous dit que c'est pas pour votre âge, c'est pas parce que, c'est vraiment pas pour vous faire chier, c'est vraiment pour vous protéger un minimum. Quand vous entrez dans l'univers de la romance, déjà je trouve que des romances, même des Hugo, je sais pas, moi je vais en prendre une au pif, que j'ai pas lu en plus, donc vraiment très mauvais exemple, mais même celle-ci, j'aurais pas envie de vous la mettre dans les pattes parce que c'est de la romance adulte, et déjà de base, c'est pas adapté à votre âge. Voilà, il y a des romances très bien pour la jeunesse, et c'est grave ok d'avoir envie de lire de la romance, c'est normal, c'est les âges où on va commencer à se découvrir un petit peu en tant que personne, mais il y a des romans qui sont adaptés à votre âge et d'autres non. Et déjà que de la romance, la romance très cucul à praline, à partir du moment où il y a des scènes de sexe détaillées, j'estime que c'est pas non plus pour tous les âges. Mais de la dark romance, c'est encore pire. Et c'est le cas d'ailleurs pour n'importe quel livre. S'il y a des âges dans la littérature pour la jeunesse, c'est pas pour vous emmerder. Et c'est pas parce que votre petit-fils est... Ah mais il est surdoué, hein. Qu'on va lui proposer un livre qui est pas adapté à son âge. En dehors de l'aspect vocabulaire qu'il aura pas forcément, l'histoire elle est pas non plus adaptée à son âge. Et tu peux être très intelligent, tu peux être très doué et être capable de lire un livre, c'est pas pour autant que tu es capable de passer des albums que tu lis à un roman, etc. Voilà, les âges sont pas là pour emmerder, ils sont là aussi parce qu'on a besoin d'avoir des livres qui sont adaptés à notre niveau de lecture, de vocabulaire, à ce qu'on vit, à ce qu'on connaît. Les livres, voilà, sont là pour ça. Et après, il y a un peu de tous les niveaux dans les livres pour la jeunesse, donc si vraiment votre petit-fils est ultra surdoué, oui, vous pouvez taper dans un peu plus grand, mais il faut pas non plus les faire vieillir trop vite, les enfants. Hein, on est les premiers à chialer que ça grandit trop vite, donc voilà, c'est pas pour vous emmerder. Et d'ailleurs j'ai un petit exemple assez concret, c'est que moi très jeune j'ai adoré lire et j'ai lu des romans, etc. très jeune, dont des romans pour adultes qui étaient pas du tout adaptés à mon âge, ce qui fait qu'à un moment donné, quand le héros demandait à l'héroïne si il lui avait donné un orgasme, moi je comprenais pas pourquoi il voulait lui donner un organe. Voilà, parce que le mot orgasme, je le connaissais pas, parce que forcément, quand t'as 8, 9, 10 ans, peut-être, non, j'avais moins de 10 ans, donc j'avais 8, 9 ans, c'est pas un mot qui fait partie de ton vocabulaire, c'est pas un mot que tu comprends. Et sans que ce soit un livre où il y avait du cul dedans, personnellement, j'ai pas du tout souvenir qu'il y ait vraiment des scènes érotiques dedans, bah c'est un mot qui était cité dedans, tout simplement parce que c'était un livre qui était pour les adultes. Et juste, il me mettait tout entre les mains, parce que moi je lisais tout ce qui passait à ma portée à cet âge-là, et que j'aurais peut-être pas dû le lire, voilà, j'ai pas tout compris de ce livre. Après j'ai adoré ce bouquin et je l'ai relu des années plus tard et je l'ai adoré aussi, d'ailleurs j'adorerais un de ces quatre avoir le temps de le relire, mais c'était quand même un livre qui était pas adapté pour moi à mon âge. Voilà. Parenthèse fermée, parce que sinon je pourrais y passer des heures à vous expliquer pourquoi c'est important de lire des choses qui sont dans notre tranche d'âge, et pourquoi ce livre-là, il est pas pour les plus jeunes, même si la romance dedans est très jolie. Bref, vous l'aurez peut-être compris, mais il s'agit d'une réécriture de réponse à la sauce dark romance par notre queen Flora. Et franchement, la réécriture est réussie. Dans ce roman, on va suivre Luna, une jeune femme qui, honnêtement, elle veut en finir avec la vie, puisque sa vie, c'est loin d'être un conte de fées.
Elle est enfermée dans une très haute tour, dans un appartement où elle a une vue plongeante sur la ville, mais absolument interdiction d'en sortir. Sa mère vient lui rendre visite 2 fois par semaine et ces 2 jours par semaine, c'est l'enfer pour elle. Déjà parce que elle en bouffe plein la gueule par sa mère si jamais elle a pris ne serait-ce qu'un tout petit kilo, etc. Mais surtout, parce que sa mère la vend au plus offrant, elle vend son corps littéralement à des hommes qui en échange vont lui offrir notamment des traitements esthétiques, comme ça lui permet de rester jeune. Bref, une mère Gothel de qualité, j'ai envie de vous dire. Luna, la seule chose qui lui permet de tenir, c'est les illuminations qu'elle voit en ville tous les ans à son anniversaire. Elle a un peu l'impression que c'est comme si la ville lui souhaitait son anniversaire. Et ses 18 ans approchant à grands pas puisqu'ils sont dans 3 mois, elle se fait déjà une joie à l'idée de peut-être aller les voir pour de vrai, dehors pour la première fois. Mais elle va vite comprendre que ça ne fait pas du tout partie des projets de sa mère et que 18 ans ou pas, elle restera toute sa vie enfermée dans cette tour. Alors c'en est trop pour elle, elle décide de fuir, de pouvoir survivre jusqu'à ses illuminations, après quoi elle sautera à la vie. Seulement la vie justement en a décidé autrement pour elle et au moment où elle s'échappe enfin de sa prison, elle va tomber sur Egon, tueur à gages qui a été embauché pour la kidnapper. Voilà. Bref, je n'en dirai pas plus, mais je vous invite à découvrir ce roman si vous aimez la dark romance. Si vous n'aimez pas, je ne pense pas que ça va vous plaire. Si vous avez envie de tester, ceci dit, la dark romance comme moi, je pense que ça peut être une bonne entrée en la matière parce qu'encore une fois, la relation n'est pas toxique. Egon a 33 ans, elle en a 17, ils ont donc 15 ans d'écart, voilà, c'est important de le savoir, et elle est mineure au début du roman, voilà. Au début, c'est un truc qui m'a fait un petit peu peur parce que quand il parle d'elle, il l'appelle systématiquement la gamine, il la voit vraiment comme une enfant et j'avais un peu peur de comment ils allaient en passer à finir ensemble, puisque c'est quand même le projet, hein, ça reste de la romance, même si elle est sombre. Et en fait, c'est très bien fait. L'évolution de Luna est ultra intéressante et on comprend petit à petit la manière dont Egon va finir par la voir comme une adulte ou en tout cas une femme en devenir et j'ai trouvé que c'était bien fait. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette partie-là, j'ai aimé l'évolution, je trouve qu'en termes d'écriture c'est peut-être un des meilleurs de Flora, j'en ai lu beaucoup d'elle et franchement je trouve qu'en termes de franchement, pour qui je me prends moi avec mes accents bizarres, franchement j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien écrit, malgré la dureté de ce qu'il raconte, puisqu'il y a dès le chapitre 3 une scène de viol assez hardcore avec 3 hommes qui violent Luna. Voilà, il y a des scènes également de torture, hein. Egon c'est un personnage que moi j'ai... Alors, je vais pas dire que je l'ai pas aimé parce que c'est pas le cas, mais il est très loin des book boyfriends que je kiffe. Voilà, je n'ai absolument jamais fantasmé sur lui, mais il m'a fait beaucoup rire par contre. Parce que c'est un gros psychopathe quoi, enfin vraiment, il est tueur à gages, il aime ça, il aime la torture, il aime le meurtre, il aime le sang. Et d'ailleurs les scènes de torture comme elles sont de son point de vue à lui, tu en viens presque à rigoler parce qu'il y a cette espèce d'humour noir que va utiliser l'autrice et les pensées d'Egon sont assez drôles et ça fait en sorte que même des scènes qui sont d'une intensité particulièrement forte et qui sont particulièrement pénibles à lire, qui seraient probablement très pénibles à lire dans d'autres circonstances, bah là en fait t'en viens même à te marrer alors qu'il y a rien de drôle, hein, c'est de la torture, hein, je le rappelle, mais la façon dont c'est fait, tu te projettes vraiment dans l'esprit d'Egon qui lui kiffe ce qui lui arrive quoi. Enfin, kiffe ce qu'il est en train de faire plutôt. Parce que lui, ça va, il vit sa best life en torturant des gens, tout va bien. La romance est plutôt belle, l'univers est très sombre, c'est pas ma cam, voilà, c'est pas ma cam, j'aime pas trop les univers trop sombres comme ça. J'ai pas hyper accroché à la fin non plus, on était d'accord avec Elisa, la fin nous a pas totalement plu, mais globalement c'est une bonne réécriture dark, évidemment je le répète encore une fois, hein, de réponse. Si vous avez aimé le conte et que vous aimez la dark roman, je pense que vous devriez aimer parce que on y retrouve plein de références, et en plus je trouve que Réponse était un peu le conte idéal pour en faire une dark romance avec cette histoire de nana qui est enfermée dans sa tour, et je trouve que vraiment l'autrice a très bien maîtrisé son sujet et a fait une bonne réécriture. Après voilà, moi l'univers est trop sombre pour moi, j'aime vraiment les romances doudou, c'est ce que j'aime dans la romance, donc je sais d'avance que ce sera probablement la seule dark romance que je lirai. Je sais qu'elle veut sortir une dark rom-com, Flora, toujours avec une réécriture de conte. Peut-être que je la lirai parce que c'est Flora Peony et que voilà, mais honnêtement je suis pas sûre parce que ça reste vraiment pas ma cam, on va pas se mentir. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous si vous aimez la dark romance, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce roman et encore une fois si vous aimez la dark ou si vous avez envie d'essayer, je pense que ça peut être une bonne entrée en la matière. Sachez que le chapitre 3 pour moi c'est le pire et il y a des moments de torture que je trouve assez lisibles on va dire.
voilà, que la romance reste quand même plutôt belle. La relation entre Luna et Egon, en vrai, elle est très jolie, malgré leurs différences d'âge. Voilà, si vraiment c'est un sujet qui vous plaît pas du tout et sur lequel vous êtes ultra fermé, le lisez pas, mais si c'est un truc sur lequel vous êtes ouvert d'esprit, pourquoi pas. Je trouve que la construction de la romance fonctionne, donc voilà, je vous conseille Fleur aux pétales d'or, malgré tout. Après, encore une fois, à prendre avec des pincettes, ce sera pas à mettre entre toutes les mains. Personnellement, voilà, je sais que je l'ai tenté parce que c'était Flora, je l'ai tenté parce qu'elle m'avait prévenu du chapitre qui était le plus dur à lire et je savais déjà ce qui allait se passer dedans, donc j'avais tout à fait le droit de le squeezer si je voulais, hein, ça... Je vais pas dire qu'il n'apporte rien à l'intrigue, parce que je trouve que ça permet vraiment de visualiser au mieux le personnage de Luna, mais je trouve aussi que c'est un chapitre, si tu le sautes du moment que tu sais ce qui s'est passé dedans, c'est ok, tu comprendras le truc, quoi. Voilà, donc tu peux tout à fait le sauter ou sauter les passages de torture également, c'est pas d'une obligation absolue de les lire et ça t'empêchera pas de comprendre la romance et la construction des personnages. Voilà. La Pirate et le Highlander de Megara Nolan aura été la deuxième lecture que j'ai à vous présenter aujourd'hui. On est sur de la fantasy historique, du fantastique historique, j'ai presque envie de dire en réalité avec cette saga, puisque c'est la saga préquelle de La Selkie, dont je vous ai rebattu les oreilles pendant des mois, donc je vais pas vous en rebattre les oreilles. Privilégié de lire d'abord la Selkie, après la saga Atossas, donc Throne of Salt and Sand, donc celle-ci, qui est en 5 tomes, tout simplement parce que vous risquez de vous spoiler des éléments de la Selkie. Déjà là-dedans, il y a des petits détails où c'est hyper plaisant quand t'as lu la Selkie d'avoir ces petits détails-là, mais ça risque de te spoil si jamais. Voilà. Donc, privilégié de lire la Selkie en premier et après d'attaquer le préquel. Ce préquel se déroule en 1795 où Léo le Rouge est un pirate qui fait frémir, notamment les bateaux anglais. La jeune femme faisait en réalité partie de la noblesse française, mais elle a dû tout quitter parce que, révolution par exemple, voilà, juste ça, hein. Donc elle a dû fuir et dans sa fuite, elle n'a plus qu'un seul de ses frères avec qui elle a des contacts puisque les deux petits ont complètement disparu. Dans sa quête pour les retrouver, elle va découvrir l'existence du monde magique que l'on a déjà découvert dans la Selkie, mais qui vit un peu profondément caché à cette époque-là, et elle va se lancer en quête de l'Atlantide, ce qui va la mener à enlever Jamie, qui est un Highlander, dont la famille est une famille de sorciers. Bref, je ne vais pas vous faire tout le pitch du roman, on est sur une histoire qui va allier magie, qui va allier histoire, qui va allier romance, qui va allier monde fantastique, piraterie, enfin bref, tout ce que j'aime. Et en plus, on part à la recherche de l'Atlantide, une légende qui moi m'a bercée quand j'étais gamine, donc ça ne pouvait que fonctionner. J'ai un peu moins aimé que la Selkie, sans doute parce que la Selkie, on est vraiment dans de l'urban fantasy, c'est un genre que j'adore et j'ai vraiment aimé être plongée dedans. J'ai adoré la manière dont les légendes d'hier et d'aujourd'hui formaient vraiment un tout dans l'univers. Ici, on est quand même vraiment plus à la base dans un roman qui fait très historique et c'est pas du tout ma came, mais à la base, moi l'historique j'en lis très peu et je suis pas fan du tout des romans historiques. Donc je pense que c'est ce qui fait que j'ai pas eu le coup de cœur. Mais par contre, dès les premières pages, j'ai été happée dans l'histoire, j'avais envie de connaître la suite. J'ai adoré découvrir notre pirate Léo, j'ai adoré découvrir le Highlander Jamie, j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré la manière dont c'était raconté. C'est vraiment de l'aventure d'un bout à l'autre et c'est juste génial. Et j'ai surtout beaucoup aimé la manière dont la magie s'immisçait un petit peu dans tout ça. Mon petit point négatif, je dirais que c'est que je trouve que ce soit Léo ou l'équipage de son bateau, ils acceptent vachement facilement le fait qu'il y ait autre chose de plus grand. Autre chose, quelque chose qui les dépasse complètement. On est quand même à une époque où la religion, elle est quand même très présente dans la vie des gens et d'ailleurs Léo, elle a été élevée dans une famille qui pratiquait, qui était chrétienne, waouh putain je sais plus parler. Enfin bref, on est dans un monde où il y a quand même un minimum de lien entre l'État, la religion, etc. Enfin c'est pas du tout comme maintenant où peut-être t'aurais plus de facilité à croire à la magie qu'à l'époque. Et à l'époque, on a vraiment un côté très hérétique de la magie. D'ailleurs, le personnage de Léo est très bien construit pour ça, parce que lui, vraiment, voilà, lui, c'est pas du tout quelque chose auquel il pourrait croire. Tout de suite, la magie, c'est en lien avec le diable, etc. Et je trouve que Léo, elle a tendance à vraiment très vite adhérer à cette idée, à y croire et à se faire très vite une raison sur le sujet. Alors, évidemment, elle a vu des choses en mer peut-être qui font qu'aujourd'hui elle a pas trop de mal à y croire, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un chouïa rapide. Le récit est de manière générale ultra rapide, même la relation entre Jamie et Léo, très rapidement, elle va évoluer et
peut-être un peu trop vite aussi. J'ai peut-être eu un sentiment de rapidité que j'ai pas forcément eu dans la Selkie, qui m'a un peu plus, je vais pas dire dérangé parce que c'est pas le cas, j'ai passé un très bon moment quand même, mais qui m'a un peu plus fait tiquer à 2-3 petits moments. Malgré tout, j'ai adoré, c'est un livre à lequel j'ai mis 5 étoiles, hein. Je crois que je lui ai mis 17 ou 18 sur Livre Addict. Je l'ai adoré, j'ai passé un très bon moment et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 2. D'ailleurs, je l'ai modifié ma palle pour le mettre dans ma pile à lire du mois suivant, d'autant plus que ça se termine, t'as qu'une envie, c'est de connaître la suite. Du coup, je regrette pas du tout d'avoir attendu que les 5 tomes soient sortis pour pouvoir attaquer cette saga. Voilà. En tout cas, une saga que je vous conseille, évidemment, je vous conseille de découvrir La Plume de Megara. Je pense que je vais passer un très bon moment, je pense que je vais pleurer, je pense que je vais rire, je pense que je vais aimer, je pense que, franchement, je sais que je vais adorer. Voilà, ce premier tome était très bon, mais il est vrai que j'ai préféré pour l'instant la Selkie. Malgré tout, ça reste dans le même univers, donc pour moi c'est un peu un ensemble, enfin de toute façon c'est un ensemble, et j'ai surtout beaucoup aimé retrouver des petits clins d'œil à des personnages que l'on a connus dans la Selkie. J'ai adoré certains petits détails où vraiment genre, vous m'auriez vu, j'avais vraiment le sourire de la grosse débile, oh mon dieu mais c'est machin, oh mon dieu mais c'est un lien avec truc, et voilà. Parce que évidemment, bon, les personnages ne sont pas tous, enfin, il y en a de la Selkie qui ne peuvent pas être vivants dedans, mais tu sais quand même que potentiellement, bah, tel personnage, en fait, c'est par exemple le père ou le grand-père de telle personne. Enfin, grand-père peut-être plus d'ailleurs, voire même arrière-grand-père. Mais enfin voilà, vous comprenez un petit peu le concept et franchement, c'était très plaisant à lire. Poursuivons avec celui qui aura sans doute été et qui sera sans doute, je pense que je peux l'affirmer là avec les lectures que je suis en train de faire, le coup de cœur de ce mois de mars, avril d'ailleurs, parce que mars s'est passé depuis un moment maintenant. Je suis un peu deg. J'avais posé mes boîtes de sushis dessus dans le trajet en voiture et du coup j'ai toute la partie dorée là qui est partie, j'ai un peu le seum. Après c'est pas dramatique, c'est des livres que je vais garder pour moi, mais ça me fait un peu chier parce qu'on est sur un livre à 28 balles. Voilà, donc j'aurais bien aimé le garder en état. Bref, La guerre sans fin de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon, c'est le 4e tome du Pont des Tempêtes et on va retrouver dans ce roman les 2 héros du tome précédent puisque, pour petit rappel à ceux qui ne suivent pas cette chaîne assidûment, et franchement je comprends pas pourquoi, le Pont des Tempêtes est une saga qui sera en 6 tomes, le 6e n'est pas encore sorti, et tous les 2 tomes on va changer de couple qu'on va suivre, mais ça se déroule toujours dans le même univers. Un univers de fantasy, mais de la fantasy où vous n'avez pas d'univers magique à appréhender, uniquement des petits conflits politiques, puisqu'on va suivre différents royaumes, et ça va être un peu la guéguerre entre les différents royaumes, voilà. Dans le tome 3 et dans le tome 4, donc celui-ci, nous suivons Zara, qui est la nièce de l'impératrice de Valcota, et Kéris, qui est le prince héritier de Maridrina, qui sont 2 royaumes en guerre vraiment ouverte pour le coup. Le tome 3 se déroulait en parallèle du tome 2, donc c'était un tome que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais très peur au début justement pour ça, je m'étais dit ça risque d'être un peu redondant, surtout qu'il y a des scènes où texto on les a déjà vécues, mais comme c'était pas du même point de vue, ça passait plutôt bien. Et là, on attaquait vraiment un tome qu'on n'avait encore jamais découvert, avec vraiment des événements que l'on attendait beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais modifié toute ma palle pour le caler. Voilà, je sais pas comment je vais vivre avec le fait de ne pas lire la suite tout de suite parce que j'ai vraiment très envie de continuer cette saga que j'adore vraiment, mais le coup de cœur de mon année 2025, et je pense vraiment que c'est une saga qui sera coup de cœur de mon année 2026 aussi parce que je l'adore, voilà. Ce tome, je l'ai à nouveau dévoré, j'avais beaucoup de mal à le lâcher, j'étais à fond dedans. Ce sont vraiment des romans qui sont ultra addictifs, la plume de l'autrice est vraiment très très bien foutue. On a vraiment une façon d'écrire qui fait que tu enchaînes le roman d'un bout à l'autre sans réussir à le lâcher. Tu te laisses complètement happer par ce qu'elle va te raconter, par la manière dont elle le fait. Il y a beaucoup d'action, c'est aussi de très jolies histoires d'amour qui sont souvent vouées à l'échec dès le début. Enfin, Lara Arryn dans le tome 2, moi vraiment je ne voyais pas d'issue favorable à leur histoire. Là c'est pareil, tu te dis forcément je vois pas comment ils peuvent être ensemble même si la guerre s'arrête parce que la guerre sans fin, ça veut dire ce que ça veut dire, leurs 2 royaumes sont en guerre depuis très longtemps. Même si la guerre s'arrête, je vois pas comment ils peuvent être ensemble puisqu'ils sont les dirigeants de 2 nations qui sont ennemies de base. Bref, très compliqué et j'ai vraiment adoré ça. Il se passe beaucoup de choses encore une fois dans ce tome là. Et pourtant il est pas en vrai, enfin il paraît grand là comme ça, mais en vrai c'est écrit plutôt gros, enfin ça se lit vraiment très vite. C'est pas des livres qui font des pages, je sais pas comment on fait pour une fond de page en fait, parce que je dis ça, mais oui, il fait même pas 500 pages le livre, donc en soi c'est beaucoup, mais c'est pas non plus, voilà, et ça se lit tout seul, et il y a tout le temps des choses qui se passent. Enfin franchement, il est génial, je l'ai adoré encore une fois. Sachez qu'il y a même des moments où je faisais exprès d'aller en tram d'un point A à un point B, ou en bus,
plutôt que de prendre la voiture pour pouvoir continuer à le lire. Bon, déjà parce que j'aime pas conduire aussi, il faut le souligner, mais quand même, parce que j'étais vraiment à fond dedans. Ce 4e tome, sans dire que c'est le meilleur, parce qu'en vrai je serais incapable de vous dire lequel, je les regarde parce qu'ils sont là-haut, c'est pour ça que je fais que lever la tête, et j'ai réfléchi en même temps que je vous parle, mais je ne pense pas pouvoir affirmer qu'il y a un tome que j'ai préféré aux autres. Ce tome 4 est génial, il est largement à la hauteur du reste de la saga, et je trouve vraiment que c'est une très très bonne saga. J'aime beaucoup le fait de passer d'un tome à l'autre à un couple différent. Je sais que certains n'aiment pas, j'en ai discuté au club de lecture Cultura où je suis allée l'autre jour, où il y en a qui ont du mal avec le fait d'arrêter l'histoire avec un couple et de passer à un autre. Moi c'est quelque chose que j'ai adoré parce qu'en plus ça nous permet de vraiment voir l'histoire d'un point de vue différent, et c'est notamment le cas dans le tome 3 du coup, puisque le tome 3 vraiment on se passe en parallèle du tome 2, et on a pour le coup vraiment deux histoires hyper imbriquées l'une dans l'autre, mais avec des points de vue tellement différents que tu vois les choses d'une manière complètement différente du coup. Je me répète de ouf. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que oui, parfois c'était un peu frustrant de laisser... moi je sais que ça m'a frustré un peu de laisser Lara et Aren où ils en étaient à la fin du tome 2, j'avais envie de connaître la suite. Et en même temps, là je sais que ça va me faire un peu chier de laisser les deux là, mais comme je sais sur qui va être le tome 5 et le tome 6, j'ai très très hâte aussi de découvrir cette partie-là et de découvrir ces personnages-là. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous parler de la suite, j'ai hâte de les lire, mais j'attendrai d'avoir que le tome 6 soit à minima annoncé en France pour savoir que je vais pouvoir enchaîner les deux. Parce que je sais que quand tu termines un tome, t'as envie d'enchaîner avec la suite, donc voilà. Sachez que ce sera aussi les 2 derniers tomes de la saga, donc je pense que pareil, je les enchaînerai plutôt rapidement et que je clôturerai la saga voilà, quand sortira le tome 6. Mais que ça reste une saga que je vous conseille. Accessoirement, et pour ceux qui démarrent en fantasy, je pense que c'est une saga qui est très très bien pour ça, parce que en dehors des différents peuples, etc., tu n'as pas d'univers magique en fait à appréhender. C'est vraiment de la politique plus que de la magie, et pourtant c'est un univers qui fonctionne ultra bien, justement. Et c'est un univers qui est très facile à appréhender pour ça. Je trouve que c'est de la fantasy qui est très accessible, de la romantasy d'ailleurs, parce qu'on va quand même avoir la romance au cœur de l'histoire. Et je vous conseille vivement de découvrir cette saga. Voilà. Bref, cela étant dit, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'il n'y aura pas le bug qu'il y a eu sur la vidéo précédente où il n'y a pas la fin. Voilà. Je ne saurais pas vous dire pour qui, pourquoi, parce que quand je fais mon montage, il y a bien tout. Et ouais, non, je n'ai pas d'explication logique, donc je suis désolée pour ça. Mais voilà, je vais bien tout revérifier encore une fois aujourd'hui, et en espérant que vous ayez la bonne version de la vidéo. Voilà. Des bisous!